Je suis certaine que tu as déjà entendu tout et n'importe quoi à propos des émotions. Et je suis aussi certaine que tu n'as absolument jamais entendu ce que tu t'apprêtes à écouter dans cet épisode où j'ai invité Aude Ruther, notre madame scientifique de Chronique Cosmique, qui a étudié le corps et tous nos corps énergétiques en long, en large, en travers, et qui nous parle aujourd'hui des émotions. On était censé parler d'intelligence émotionnelle et puis on a dévié, mais dès le début, comme si on a fait un gros prélude puisqu'on du coup, on a prévu de parler d'intelligence émotionnelle une prochaine fois. Et avant de laisser place à l'épisode, je te rappelle qu'Aude Ruther, elle sera avec nous dans la Cosmic Academy en septembre. Pour rappel, la Cosmic Academy, c'est une plateforme en ligne qui est accessible depuis ton canapé. Et tu peux assister à des lives du coup tous les mois, 2 fois par mois, on se retrouve en direct pour des ateliers où on a appris, déjà, le magnétisme, les bases du pendule, on a aussi fait des voyages dans les vies antérieures et des voyages chamaniques et du coup l'académie, c'est vraiment un endroit où tu peux expérimenter la spiritualité, c'est-à-dire que tu vas essayer des pratiques et voir si elles te correspondent ou pas et puis tu vas aussi pouvoir rencontrer des personnes avec qui vivre tout ça et avec qui échanger sur une plateforme privée. Tu as jusqu'au 8 septembre pour nous rejoindre. À la fin de cet épisode, Aude va parler de ce qu'elle va partager dans l'académie en septembre et ça va vraiment être hyper intéressant puisque on va parler du corps et de sa place dans la spiritualité et c'est tout à fait aligné avec la formation de la saison dans la Cosmic Academy où je parle de spiritualité incarnée. Tout de suite, je te retrouve pour l'épisode avec Aude. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Aude Ruther, notre chère Aude ciel et terre. Ça faisait super longtemps et c'est parfait pour un épisode de rentrée. Salut Aude. Coucou Angélique, comment est-ce que tu vas? Ça va. Et t'es un peu spécial, hein, comme je l'ai raconté il y a pas longtemps. Ouais, ça restera entre nous. Ah bah, je l'ai dit à tout le monde. Ah, non, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus j'y ai participé. Flûte. Alors aujourd'hui, on arrive avec un sujet qui touche tout le monde. C'est l'intelligence émotionnelle. Et moi qui adore parler de connaissance de soi, bah ça fait partie un petit peu du schmilblick. Et du coup, toi, comme tu es aussi hyper calé sur ce qui se passe dans le corps, eh ben on va parler de tout ça puisque les émotions, évidemment, c'est pas ailleurs qu'elles se trouvent, hein, c'est bien dans le corps, n'est-ce pas? Oui, non. On a l'habitude de les percevoir dans le corps parce que c'est ce qui est le plus palpable pour nous. Disons qu'elles sont connectées avec ce qui se passe dans le corps, mais elles ne sont pas à l'intérieur du corps. Voilà. Oui. Mais ça fait partie des choses que je pourrais expliquer. Et oui, c'est pour ça que tu vas nous expliquer tout ça en fait, parce que on a du mal à savoir exactement ce que c'est qu'une émotion. Ils vont vous dire c'est une énergie qui se balade dans le corps, une énergie en motion. Et oui, alors c'est vrai qu'on prend toujours l'étymologie du mot pour essayer de définir un petit peu ce que c'est. Mais les mots ne sont que des concepts humains qui ne disent pas grand-chose de la nature d'une chose, quoi. En l'occurrence l'émotion. Donc moi, je partirais pas vraiment de ça. C'est vrai que moi, ma grille de lecture, en fait, elle est double. Elle est à la fois très terre à terre, tu sais, avec ce qui se passe physiologiquement dans le corps physique, mais elle est aussi plus ésotérique, hein, parce qu'il n'y a pas encore si longtemps, je parlais beaucoup de spiritualité. Je me suis toujours intéressée beaucoup au fonctionnement de l'humain, mais de l'humain subtil. Donc, en gros, si je devais donner une définition de ce qu'est l'émotion, en fait, les émotions sont de l'information, au même titre qu'une pensée. Une pensée, c'est de l'information. Ces deux informations, en fait, sont des informations de différents types, de deux types différents. On va dire que ce sont un peu comme des fréquences ou des ondes, tu vois, un petit peu comme quand on va capter certaines fréquences radio ou voilà, on peut faire un parallèle avec ça. Et ce qui capte
ce type d'information spécifique, ce n'est pas notre corps physique, mais c'est notre corps émotionnel. Hein. Donc, on a plusieurs corps. Celui qui est le plus palpable, celui que l'on perçoit et qui est tangible pour nous, c'est notre corps physique. Mais on est fait de tout un tas de corps, de tout un tas de strates qui sont en soi des systèmes qui sont autonomes dans le sens où ce sont en fait des mécanismes qui sont pré-câblés, un peu comme des programmes informatiques. Hein. Un corps, c'est comme une sorte de programme informatique. Le corps émotionnel, c'est ça. Le corps mental, c'est ça. Et en fait, à travers eux, va transiter un certain type d'information. Et donc, les émotions vont être captées, vont transiter à travers notre corps émotionnel. C'est lui qui le perçoit, c'est lui qui le décrypte, et c'est lui, en fait, qui va le faire descendre ou monter à différents niveaux, en fait, dans toutes les autres strates qui nous composent. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que les émotions sont dans le corps physique, parce que tous nos corps, en fait, sont en communication les uns avec les autres. Hein, il y a une forme ce sont des vases communicants, si tu veux, et donc lorsqu'une émotion va se manifester dans notre corps émotionnel, eh bien l'information va notamment descendre dans le corps physique et ça va faire réagir le corps physique. Voilà, il va y avoir une réaction. Ce n'est pas que l'émotion descend dans le corps physique, parce que l'émotion, ce n'est pas quelque chose qui est du langage du corps physique. Le corps physique ne peut pas traduire en fait cette fréquence-là en tant que telle, de manière brute quand elle arrive. Ce n'est pas quelque chose qu'il comprend. Par contre, une fois qu'elle est traduite par le corps émotionnel, cette information va descendre dans notre corps physique. Notre corps physique va y réagir et va générer, il va y avoir des réactions physiologiques qui vont donner lieu à des sensations. Donc c'est pour ça que quand on va avoir une émotion désagréable, la plupart des personnes vont ressentir des sensations désagréables dans le corps, une gorge serrée, tu vois, un plexus un peu serré, différentes sensations. Et quand on a une sensation agréable, et ben au contraire, on va sentir des sensations qui sont plutôt sympas à ressentir. Et c'est pour ça qu'on fait souvent ce raccourci, tu vois, en thérapie. Même moi, j'utilise ce raccourci quand je vais demander à mes consultants à quel endroit dans le corps est l'émotion. Hein, comment est-ce qu'elle se manifeste dans le corps, cette émotion? En fait, c'est un pur raccourci de langage. C'est simplement plus facile de comprendre de cette manière. Mais en réalité, l'émotion reste là où elle est, hein, dans le corps émotionnel, jusqu'à ce que elle soit évacuée et que, ce corps-là soit à nouveau réceptif à une autre fréquence, etc., etc. Voilà. Ok. Comment elle s'évacue? C'est une bonne question. J'ai aujourd'hui pas toutes les réponses à comment ça se passe. D'ailleurs, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles j'aimerais me pencher, vraiment essayer de vraiment comprendre en fait comment ça fonctionne, ce corps émotionnel, ce corps mental, comment ça interagit en fait tout ça ensemble. Ce que je peux dire, c'est que les émotions, ce n'est pas quelque chose qu'on stocke. Hein. Tu sais, souvent on dit je fais de la libération émotionnelle, où il faut que je libère ces émotions parce que il y a certaines émotions qui sont récurrentes chez moi, donc je dois les stocker. En fait, non, on les stocke pas du tout. C'est plus, c'est un peu comme dire que le poste de radio, tu vois, il stocke l'émission de radio. Non, en fait, ça marche pas du tout comme ça. C'est simplement que on est câblé d'une certaine manière, nos corps sont câblés d'une certaine manière, et ils sont câblés de telle sorte que ils vont avoir l'habitude de manifester en fait certaines émotions, de déclencher certaines émotions de manière récurrente sur la base en fait de différentes influences qui sont présentes en fait dans nos vies. Par exemple, il y a des émotions, tu vois, qu'on a tendance un peu à collectionner. Hein. Je dis souvent qu'on a un petit forfait premium. Moi, avant, mon forfait premium, c'était la colère, l'irritabilité, la colère. Et donc, il y a plusieurs années de ça, je pensais qu'il fallait, c'était très important de libérer cette colère, parce qu'elle était toujours emprisonnée. Et puis, je la sentais un petit peu toujours de manière latente. Tu vois, rien pouvait me faire monter dans les tours. Donc j'avais aussi cette idée-là. Mais en fait, dans le même esprit
que ce que je disais tout à l'heure par rapport au corps émotionnel qui va influencer le corps physique et qui va, tu vois, faire générer une sensation dans le corps physique, ben en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le corps physique, lui, va avoir un impact sur le corps émotionnel. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans le corps physique va ensuite influencer la configuration du corps émotionnel, qui va ensuite le rendre perméable à certains types de fréquences, admettons la fréquence colère, irritabilité, etc. Et en fait, c'est surtout beaucoup comme ça que ça marche. Et donc, en fait, quand on a des émotions qui sont récurrentes, c'est que, en fait, cette émotion-là est une réponse générique à beaucoup de configurations qui vont se manifester dans le corps. Des configurations qui sont évidemment traumatiques parce qu'en fait, toute réponse physiologique désagréable qui va engendrer des sensations désagréables, c'est simplement de la réponse traumatique. Et il y a des personnes comme ça qui vont avoir peut-être 20 réponses physiologiques distinctes, mais ces 20 réponses physiologiques distinctes traumatiques vont engendrer une seule réponse générique qui sera toujours la colère. Et donc, en fait, à chaque fois, ça va configurer le corps émotionnel d'une seule manière qui va le rendre, du coup, réceptif à un seul type de fréquence qui sera l'émotion colère. Voilà. Et donc ensuite, il n'y a pas besoin, en fait, de libérer quoi que ce soit. C'est simplement qu'il faut libérer, il faut permettre au corps de ne plus manifester, en fait, ce genre de réponse physiologique type. Mais en fait, le corps émotionnel, c'est un corps qui fait partie de nos corps subtils, qui est très facile en fait je dirais pas qu'il fonctionne de manière beaucoup plus simple que le corps physique parce que je connais pas tout encore là-dessus, très loin de là. Je pense que ce sera le travail d'une vie, mais il est beaucoup plus réactif en tout cas. C'est on-off. En fait, c'est plus une question d'interrupteur. Tu vois, les émotions qui vont se cristalliser dans le corps émotionnel, ça rentre, ça sort. Touk, touk. Et si ça reste, c'est parce qu'en fait, il y a une influence autre qui entretient en fait ce petit programme-là qui est en train de se jouer, cette configuration qui fait que le vase ne se vide jamais. Et en fait, les influences qui vont impacter notre corps émotionnel, mais au même titre que notre corps mental, hein, ils marchent pareil les deux, c'est souvent ce qui se passe dans le corps. Voilà. Donc, en fait, si on apaise le corps, le corps émotionnel, lui, il est beaucoup plus tranquille. Ah oui. Et il n'y a pas aussi une histoire d'apaiser ses pensées? Peut-être parce que quand même, les pensées, elles alimentent, en fait, tout ça aussi. Ouais, c'est tout des vases communicants, effectivement, quand en fait, ça, c'est le fonctionnement traumatique. C'est-à-dire que quand on a une pensée désagréable, ça va potentiellement engendrer une émotion désagréable qui va engendrer des sensations désagréables dans le corps. Mais en fait, 99% du temps, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'il y a déjà quelque chose de dysfonctionnel dans le corps, une mécanique qui est en train de tourner, qu'on n'a pas perçu parce qu'en fait, nos perceptions à nous sont extrêmement limitées. Hein. Notre conscience humaine, elle est externe. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur de notre corps au niveau des réactions électriques, des réactions hormonales, etc. Tout ce qu'on perçoit, c'est la manifestation déjà de ces dysfonctionnements qui vont passer par une manifestation sensorielle, tu vois, au niveau des sensations. Mais il y a déjà toute une mécanique. Quand on commence à percevoir les sensations, la mécanique, elle est déjà en route depuis un petit moment et on n'a rien vu venir. Donc souvent, en fait, c'est qu'il y a cette mécanique qui est, voilà, ce petit programme qui tourne, qui lui va ensuite engendrer des pensées et des émotions qui sont désagréables. En fait, ce qu'il faut bien comprendre et ce dont vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années et qui est fondamental en fait de comprendre, c'est que notre corps émotionnel et notre corps mental, ce sont des corps réactionnels. Ce sont en fait des programmes informatiques qui ont été configurés. On a tous notre configuration propre. En tant que toi, Angélique, tu as ta configuration de corps émotionnel et mental. En tant que moi, Aude, j'ai ma configuration de corps émotionnel et mental. C'est valable comme ça pour tout le monde. Mais en fait, ce ne sont pas des corps qui sont autonomes. Ce sont des programmes qui ont été configurés de X manière et qui, en fait, n'ont pas de marge de manœuvre au niveau ils n'ont pas d'autonomie dans leur capacité à changer. Ils ne changent pas d'eux-mêmes. Et oui. Si on commence à travailler sur eux par rapport à un déconditionnement, une introspection comme ça, c'est ça que tu veux dire?
En fait, ce qui va faire changer le programme informatique, c'est celui qui a codé le programme informatique. C'est-à-dire. Mais Et celui qui a codé le programme informatique, c'est le patron, c'est notre conscience. Ah, ok. Donc, travailler sur la conscience. C'est le niveau, en fait, supérieur. Quand on travaille sur le corps, par exemple, quand on libère ce qui se passe dans le corps, parce qu'il est la plus grosse influence qui va venir perturber le fonctionnement de notre corps émotionnel et de notre corps mental, en fait, en libérant ce qui se passe dans le corps, on ne fait que supprimer les mauvaises influences qui vont venir impacter ces deux corps-là. Et donc, ils vont pouvoir fonctionner de manière plus saine. Leur réaction, on va dire, négative, entre guillemets, hein, parce que voilà, mais leurs réactions négatives, leurs dysfonctionnements vont juste s'arrêter de se manifester. Et donc, le programme informatique va tourner de manière vertueuse. Mais on ne change pas la configuration, tu vois, de notre corps émotionnel et mental. Elle n'est pas changée. Le seul qui a la possibilité de changer cette configuration-là, c'est nous, mais en tant que conscience supérieure, tu vois. En fait, le corps émotionnel et mental, ce sont des grilles de lecture. Ce sont des corps, souvent, hein, tu sais, les gens qui font de la méditation, les grands penseurs en méditation vont dire, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. Et c'est très difficile à recevoir pour la plupart des personnes parce que on s'identifie beaucoup à nos émotions, à nos pensées. On se demande ce qu'on serait si il n'y avait plus ça. Sauf qu'en effet, en fait, nous ne sommes pas ça. Ça, ce sont des grilles de lecture de notre réalité. Au même titre que notre corps physique est une grille de lecture de notre réalité incarnée. Et c'est important de savoir à quel niveau ces corps-là, en fait, appartiennent. C'est-à-dire que notre corps physique, lui, il appartient à notre réalité incarnée. Quand nous sommes dans l'incarnation, nous avons un corps physique qui nous permet d'appréhender la réalité matérielle. Notre corps émotionnel et mental appartiennent à l'astral. C'est-à-dire que quand nous mourrons, nous gardons notre corps émotionnel et mental, ceux auxquels on s'identifie, et nous allons dans l'astral terrestre, dans le fameux après-vie, et c'est eux qui vont nous permettre de fonctionner en fait dans ces dimensions-là. Mais une fois qu'on ascensionne, c'est la fameuse... Je savais pas hein, qu'aujourd'hui je parlerais de choses aussi ésotériques, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est pas grave, ça me colle à la peau. Quand on ascensionne, en fait, on laisse notre corps émotionnel et notre corps mental derrière. Ils se désagrègent, on n'en a plus besoin. Ils appartiennent en fait simplement à cette réalité de l'astral, mais quand on ascensionne, on quitte l'astral et on part dans des dimensions supérieures. Nous ne sommes plus assujettis aux réalités de la Terre, parce que en fait l'astral c'est la Terre. Hein. On a beau être mort, désolé les gars, hein, on va mourir, mais on va rester dans le giron de la Terre. L'astral appartient à la Terre, et tant qu'on est coincé dans l'astral terrestre, nous reviendrons sur cette Terre. Mais une fois qu'on a passé ce cap d'ascension, on n'a plus besoin de ces corps émotionnels et mentaux. C'était des grilles de lecture pour pouvoir évoluer dans l'influence terrestre. Donc ils se désagrègent aussi, on les laisse. Et nous sommes nos corps supérieurs, nous sommes notre conscience supérieure. Et c'est fou, quoi, de se dire que nous n'aurons plus besoin de ça. Mais nous n'aurons plus besoin de ça. Voilà. Donc en fait, vraiment, le corps émotionnel et mental, c'est vraiment, il faut imaginer que ce sont des programmes informatiques. Voilà. Et ils ont, parfois ils ont des mises à jour, hein, on leur fait des mises à jour, mais ce sont vraiment des corps purement réactionnels. Donc pour revenir à un aspect plus terre à terre hein, de notre vie ici, comme ce sont des corps qui fonctionnent uniquement sous influence, c'est-à-dire que ce sont des traducteurs. En fait, ce sont des traducteurs des influences qu'ils reçoivent, parce qu'ils sont là pour nous permettre d'appréhender notre réalité. C'est leur simple fonction. Ils ne sont pas autonomes. Notre corps émotionnel ne fabrique pas des émotions, pardon. Il va se rendre réceptif à certains types de fréquences émotionnelles. Notre corps mental ne fabrique pas des pensées. Il se rend réceptif à certaines fréquences qui, en étant traduites par lui, vont générer un certain type de pensée. Donc, en fait, travailler sur eux aura un impact limité si on ne désamorce pas les influences les plus puissantes qui les font dysfonctionner. Une des influences les plus puissantes qui les fait dysfonctionner, c'est notre corps physique.
parce que c'est lui le plus dense, c'est lui qui mène un petit peu le jeu, quoi, dans notre incarnation terrestre. C'est le plus puissant de tous. Quand il fonctionne bien, alors les deux fonctionnent bien. Quand il fonctionne mal, les deux déconnent complet. Et c'est pour ça qu'on a des pensées récurrentes. Je suis nulle, je suis pas capable, je suis mélancolique en permanence, j'ai du mal à ressentir la joie, etc. Bah oui, parce que en fait, ton corps physique déconne. Et donc, du coup, par influence, par cette mécanique en fait de vase communicant, et ben ça va faire dysfonctionner le reste. Alors il n'y a pas que notre corps physique qui influence nos corps émotionnels et mentaux, mais il y a plein d'autres influences. Et mais c'est vrai, c'est hyper intéressant parce que on te connaît du coup pour la LMTC, la libération des mémoires traumatiques du corps, dont on a vraiment beaucoup parlé. Et puis je pense que tous ceux qui connaissent le podcast du coup connaissent ta méthode. Voilà, pour les nouveaux, il y a plein d'anciens épisodes où on parle vraiment de ça en détail, et c'est une manière de s'occuper du corps justement pour libérer les traumas et pour que le corps fonctionne bien et que le système nerveux soit réparé. Et du coup, il y a quoi d'autre si on veut pas forcément entrer en thérapie? Tout le monde a pas ce besoin d'entrer en thérapie pour que le corps aille bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour s'occuper de ses émotions via le corps et pour que tout fonctionne en harmonie? Ouais, très bonne question. Oui, effectivement, c'est pas la vocation de tout le monde, parce que déjà tout le monde n'a pas des problèmes qui les submergent au quotidien et qui vont leur donner ce sentiment d'urgence à devoir régler le problème au plus vite, parce qu'ils ont un corps qui est tellement dysfonctionnel qu'en fait tout ce qu'ils intentent dans leur quotidien ne donne aucun résultat. Je veux dire, tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement on a aussi des corps qui fonctionnent à peu près correctement, ce qui fait qu'on peut être dans une catégorie de personnes qui avons des problèmes plutôt légers. Voilà. Donc, mais quand on cherche quand on est dans cette catégorie de personnes qui avons peu de problèmes et qu'on cherche, qu'on est dans une dynamique de bien-être, et si on se sent par exemple un peu submergé par ses émotions de temps en temps, effectivement, passer par la porte du corps, c'est extrêmement intéressant, parce que ça permet de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à la fois d'apaiser les émotions et d'apaiser les pensées. Parce que en fait, le faire par l'autre porte, dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. On ne calme pas les pensées en se répétant des trucs dans la tête ou en forçant les pensées à s'arrêter. On ne calme pas les émotions en s'engueulant intérieurement ou en essayant d'arrêter l'émotion qui est à l'œuvre. C'est beaucoup plus difficile de fonctionner comme ça. Donc, effectivement, c'est vachement plus simple de passer par la porte du corps. C'est plus direct et le résultat est plus global. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est simplement mettre en place des choses qui font du bien au corps. Donc, un des trucs classico-classiques, c'est d'avoir une activité physique. Le sport ou la marche, on n'est pas... L'idée, c'est pas de se buter 2 heures à la salle de sport en faisant de la muscu, et voilà. Mais en fonction de ce que vous aimez faire, en termes d'activité physique, bouger son corps, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que lorsque le corps dysfonctionne en mode trauma, c'est lui qui dicte un peu les règles, enfin, contre son gré, quoi. Mais en tout cas, ce sont des dysfonctionnements physiologiques qui se mettent en place spontanément à l'intérieur. Et qui vont ensuite avoir tout un tas de répercussions émotionnelles et mentales. Pour contrecarrer ça, en fait, il faut imposer au corps une information contraire. L'opposer. Il faut l'obliger, en fait, à changer sa configuration interne. Donc, admettons, si on se rend compte qu'on est dans un état de nervosité. La nervosité, c'est quelque chose qui prend racine dans le corps. C'est un problème électrique. Et à ce moment-là, c'est toujours une très bonne idée d'aller dépenser cette électricité. L'électricité, elle se convertit quand le corps fonctionne bien, en permanence, en chaleur, en énergie cinétique, etc. Donc, bouger son corps va obliger l'électricité de cette fameuse nervosité à être dépensée. Donc,
aller marcher, aller faire du yoga, aller courir, aller faire la petite séance de sport qu'on aime bien faire, ne serait-ce que sortir de son canapé parce qu'on est là en train de ruminer. Faut pas rester dans le figement hein, quand on est dans cet état-là. C'est sûr que ça demande un effort du coup, surtout les premiers temps, mais aller se bouger simplement en marchant en 30 minutes, déjà, ça permet au corps de dépenser son électricité et donc du coup de retrouver un équilibre plus important. En tout cas, un équilibre qui est meilleur et qui va ensuite permettre d'apaiser les émotions, les pensées négatives qui sont à l'œuvre. Donc bouger son corps, c'est vachement bien. En fait, c'est important d'identifier l'état dans lequel on se trouve pour pouvoir informer le corps d'une manière, de la manière opposée. Sur mon compte, tu vois, j'avais parlé des 5 types d'anxiété qui font référence en fait aux 5 états physiologiques traumatiques que nous sommes en mesure d'expérimenter. Et en fait, ce qui est très important, c'est de ne pas faire une pratique aléatoire. Genre, je vois sur Instagram que c'est bien de respirer, je vais respirer en carré, et donc il paraît que c'est bien pour le stress. Donc je vais faire ça parce que là, tout d'un coup, je suis stressée. Oui, mais en fait, ça ne dit pas pour quel type de stress c'est. Parce que tout dysfonctionnement physiologique traumatique va engendrer un type de stress différent. Tout dysfonctionnement est un stress. Donc, il faut identifier en fait l'état spécifique dans lequel on est pour ensuite faire au corps vraiment l'opposé et l'obliger à changer sa configuration. Et là, on est efficace. Si par exemple, on se rend compte qu'on est dans un état léthargique, tu vois, léthargique, de figement, de procrastination. Ah, ça, c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes. La procrastination, tu vois, t'es dans ton canapé ou tu tournes en rond dans ton salon, tu sais que t'as 1000 trucs à faire et t'arrives pas, t'arrives pas à mettre en œuvre quoi que ce soit, voilà. T'es bloqué. Eh ben, cet état de figement, de procrastination, mais qui vaut aussi pour tout sentiment dépressif, parce que le sentiment dépressif mélancolique est issu d'un état de figement du corps. Donc ça, tu vois, j'ai donné sur mon compte l'exercice spécifique à faire quand on est dans cet état de figement. C'est tout simplement une routine d'étirement. Alors, je pourrais expliquer le pourquoi du comment, ce qui se passe dans le corps, voilà, quand on s'étire et bon. Mais... Sinon, on va faire un podcast qui va durer 1h30. Mais il y a une raison très précise de pourquoi il faut faire des étirements lorsque on est dans un état de figement. C'est pas du tout aléatoire en fait, comme exercice, comme conseil. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'identifier vraiment l'état interne dans lequel on est pour pouvoir faire pencher la balance en fait de l'autre côté en faisant l'exercice qui correspond bien. Voilà. Ok, on mettra le lien de ce post dans la légende du podcast. Ouais, ça marche. Et mais tu vois, petit spoiler, je pense que dès que j'aurai 5 minutes, j'écrirai une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, un guide ou tu vois un e-book ou un truc pour vraiment aller plus en détail sur ces fameux exercices à faire, pourquoi faire tels exercices, pour quel type d'état, etc. Voilà. Je ferai quelque chose comme ça pour que les personnes aient vraiment, tu vois, ils aient plus qu'à suivre le guide et faire la bonne pratique pour se sentir mieux. Ah ouais, très très intéressant. Et c'est vrai qu'on devait parler d'intelligence émotionnelle. Mais c'est vrai? Oui. Le podcast va durer 1h30. Et du coup, ça a un peu switché sur les émotions, mais pourquoi pas reparler d'intelligence émotionnelle précisément dans un autre, ma foi. Pourquoi pas? Avec plaisir. Le départ, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions dans tous les corps. Et je trouve que c'est un bon début, et puis on pourra développer plus tard, si le cœur t'en dit. Avec joie, ma chère. Oui, parce qu'il y a plein de choses. Je voulais aborder plein de sujets, l'hypersensibilité, le fait d'être perméable aux émotions des autres. Tu vois, il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que c'est surprenant que je pensais pas que ça allait aller encore une fois dans ce sens-là. Hein. Tu nous sors des sentiers concernant tout ce qu'on raconte sur des concepts aussi, voilà, les émotions qu'on connaît très mal au final. Et par exemple, tu vois, en coaching, moi, je vais juste aller emmener la personne vers mettre de la conscience aussi sur ce qu'on ressent.
Et observer, en fait, observer C'est les... hyper important. Non, mais vraiment, c'est hyper important de faire ça. Il faut, en fait, c'est étape après, il faut faire les choses étape après étape. Et c'est le fait de mettre la conscience sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est vraiment une des premières étapes. C'est en soi, tu vois, que les psychologues sont hyper importants aussi. C'était vraiment le premier type de thérapeute autre que physique, physiologique qui ont émergé. Tu vois, il y a avec notre ami Freud et compagnie, voilà, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper important d'avoir eu cette étape de la psychologie qui a permis aux personnes en fait de commencer à observer ce qui se passait à l'intérieur d'eux, de prendre connaissance des pensées qui les traversaient, de prendre connaissance des émotions qui les traversaient, parce que, enfin, je sais pas si toi tu ressens la même chose que moi, mais je pense que nous, là, étant nés dans les années 80, à la fin des années 80, je pense qu'on fait partie un peu de cette dernière génération où vraiment, ce que l'on ressentait émotionnellement, c'était quelque chose qui ne faisait pas partie du paysage éducatif, quoi. Non, exactement. Pas du tout. C'est-à-dire que, quand on avait une maman empathique, quand on avait un gros chagrin, on était consolé, etc. Mais il n'y a jamais eu d'éducation au ressenti émotionnel. On nous demandait pas quelle émotion nous traversait, comment est-ce qu'on le ressentait dans notre corps. Tu vois, il y a une incompétence totale de nos parents qui eux-mêmes n'ont pas été élevés comme ça. Donc en fait, et même encore aujourd'hui, c'est moins pire aujourd'hui, mais il y a cette espèce de prépondérance en fait de l'esprit et de la pensée où le formatage de l'enfant va vraiment aller uniquement en fait dans le sens de l'observation de la pensée. En fait, c'est un peu ce qui est le plus valorisé, notre capacité d'analyse, notre sens, voilà, la clarté d'esprit, notre capacité à prendre des décisions à travers la pensée. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement valorisé en fait dans notre société. Donc, aller observer nos émotions, c'est quelque chose pour certaines personnes encore aujourd'hui qui est de l'ordre de l'inconnu, quoi. Et pourtant, tu vois, en LMTC, la conscience, le fait de porter son attention sur, là en l'occurrence en LMTC, c'est sur les ressentis corporels, c'est hyper important. Parce que pour une raison que j'ai encore un peu du mal à expliquer, c'est que il y a un rôle très important de notre conscience dans sa capacité à aider en fait le corps et tous ces corps à faire circuler l'information et à enlever en fait les bouchons autoroutiers qui sont là en nous. Parce que si je reprends l'exemple du corps physique, quand on ne regarde pas ce qui se passe dans notre corps physique, c'est un peu comme si on était sur la 6 le 15 août, quoi. Il y a en fait la circulation de l'information dans le corps va vraiment va bloquer en fait, va se cristalliser dans certaines zones, et c'est là qu'on va commencer à ressentir, tu vois, un trop plein dans le corps, un mal-être, un malaise, qui vont ensuite engendrer des émotions qui vont être de plus en plus intenses. Le fait d'observer ce qui se passe dans le corps permet déjà de commencer à faire circuler en fait cette information. Donc c'est un premier pas vers la guérison, parce que quand ça circule, le corps va être en mesure de se réguler beaucoup plus facilement. Donc c'est vraiment fondamental l'observation. La conscience, elle a un rôle hyper important à jouer dans la guérison. La conscience, quand je dis la conscience, c'est notre capacité à poser notre attention sur un objet. Mais son rôle est vraiment fondamental dans notre parcours de guérison. Donc c'est génial, quoi. C'est génial de faire ça. Ok. Et du coup, il y a aussi mettre de la conscience, d'accord, mais aussi j'utilise l'étiquetage, tu sais. Donc de dire ok, cette émotion, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire, je ressens ça
je ressens de la colère, je ressens de la peur, et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et du coup, c'est comme si on écoutait cette émotion et qu'on la laissait aussi s'exprimer et qu'on laissait aussi une voix, en fait. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'apaise et parce que c'est entendu. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que je pense que c'est aussi une très bonne chose à faire quand on n'est pas dans un parcours thérapeutique, tu vois, comme la LMTC. Ça se rajoute aux fameux, tu vois, exercices dont je parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, ça permet de faire communiquer notre corps émotionnel, notre corps mental ensemble. Quand on est là à se dire qu'est-ce que cette émotion est en train de me dire, plutôt que, alors déjà on l'a reconnue, on se dit bon, ok, très bien, là il y a une peur, ça fait 3 jours que je vis avec, ça y est, je viens de me rendre compte qu'il y a une peur, youpi, petite victoire. Et puis ensuite, bon, bah cette peur, en fait, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et là, je me rends compte que c'est parce que dans 3 jours, j'ai un entretien, je sais pas moi, avec mon patron, où j'ai ce projet-là, où je suis pas prête pour tel truc. Et en fait, je sens que ça commence à monter en pression et je m'en étais pas rendu compte jusque-là. En fait, là, ça met en communication. C'est comme si ça ouvrait des portes, tu vois, de voies de communication entre le corps émotionnel et le corps mental. Donc finalement, il y a un échange d'informations. C'est toujours cette idée de circulation. Hein, c'est cette idée de circulation d'informations entre nos différents corps qui va fluidifier en fait notre état. Et donc en fluidifiant notre état, et ben forcément il y a une forme de soulagement. Parce qu'en fait, ça, le nœud, et à tout d'un coup, soit il a réduit, tu vois, il s'est un petit peu dissipé, un petit peu diffusé. Et donc là, effectivement, donc toi, ce que tu fais, ça intervient. Ta porte d'entrée, c'est le corps émotionnel et mental. Alors moi, je fais la même chose avec le corps physique. Tu vois, la porte d'entrée, c'est le corps physique. Et donc forcément, dès qu'il y a de la circulation, eh ben, les nœuds vont réduire et de ce fait-là, l'information circule mieux. Quand elle circule mieux, en l'occurrence dans le corps émotionnel et mental, ça va désengorger l'influence négative qui va venir embêter le corps physique et du coup, le corps physique va lui aussi circuler. Ça va circuler un petit peu mieux au niveau de l'électricité, au niveau de notre circulation artérielle veineuse, au niveau voilà de tout ce qui se passe dans notre corps, des hormones, etc. Il va se réguler un petit peu mieux et donc on va ressentir ce sentiment de soulagement. La pression va baisser. Donc faire circuler les amis, c'est ça la clé. On pourra intituler cet épisode faire ami avec faire équipe avec ses émotions, comme on a fait faire équipe avec son corps. Maintenant, on a en plus pour mieux les écouter et puis mieux les accueillir dans faire équipe avec toutes les strates de soi-même. Alors par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans ce fameux écueil du mental de la suranalyse. C'est-à-dire que quand on cherche à comprendre une émotion qui est à l'œuvre à l'instant T, il faut toujours garder à l'esprit que l'on va chercher le soulagement le plus rapide. Hein, on va du point A au point B. L'idée, c'est d'aller chercher ce fameux soulagement. Si on commence à rentrer dans une analyse, à se raconter des histoires par-dessus des histoires, parce qu'on commence à se dire que cette peur, elle est basée sur tel événement traumatique qui fait écho à tel événement de quand on avait 3 ans, et puis en fait, bah ça, je l'hérite de ma mère, parce que elle aussi, elle a le même modèle transgénérationnel qui date de ma grand-mère, etc. Oh là 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 là. Ah bah là, je peux vous dire, il n'y a rien qui circule. Là, en fait, l'émotion, les pensées associées, en fait, tout ça, ça va grossir, et le problème ne va jamais s'en aller. Par contre, on va commencer à se raconter une petite légende personnelle sur son mal-être, son histoire traumatique. On va commencer à y croire, on va commencer à se la ressasser, on va la raconter aux autres. Il y a des gens, en fait, qui sont vraiment en fait là-dedans. Alors on l'est tous à plus ou moins, voilà, on y a tous eu droit à ce truc-là, on est tous tombés dans le panneau à plus ou moins forte intensité, mais il faut faire attention à ça. Hein. L'idée c'est que quand on va aller
écouter une émotion, conscientiser une émotion et essayer de voir ce qui se cache derrière, c'est pour trouver des solutions. C'est pas pour rentrer dans une analyse sans fin qui va venir en fait alimenter le mal-être, parce que c'est ça qui va se passer, ça va alimenter le mal-être. Donc c'est important de faire la distinction. C'est pour ça que moi j'aime bien passer par le corps, parce qu'au moins on raconte rien. On n'a pas la possibilité de raconter des histoires par-dessus ce qui se passe dans le corps, parce que on a les perceptions qu'on a sont incompréhensibles en fait pour le mental. On peut rien construire par-dessus. Mais ouais, il faut faire attention à pas être dans cette recherche permanente en fait pour agrémenter en fait notre légende personnelle. Sinon on s'en sort pas et on va pas vers le bien-être. C'est clair. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on cherche des excuses, qu'on se donne des excuses et qu'on perd un peu sa responsabilité aussi. Oui, parce que quand on commence à analyser, à chercher les causes des causes, on en vient à d'autres personnes que soi. Le premier coupable étant les parents, et puis le système, la société, les autres, et finalement on en vient à se placer soi-même dans cette espèce de posture de victime permanent. Et du coup, quand on est en victime comme ça, et ben on n'a pas d'autre choix que de subir la vie. Et on ne sort jamais de sa petite roue de hamster en fait. Hein. Ouais. Bah, c'est rigolo parce que je vais faire un atelier sur les croyances en novembre dans la Cosmic Academy, et du coup tu vois, bah, ça rentre exactement dans ça, parce que prendre les croyances qu'on a sur sa légende personnelle, ça s'enlève, et justement pour reprendre le contrôle de sa vie et la responsabilité, c'est trop important. Et du coup, ça me mène à ton atelier à toi, bientôt, en septembre. Oui, bientôt, ouais. Mi-septembre, je sais plus, faut que je regarde. Ça va être chouette. Merci. Ouais, trop chouette. C'était trop normal que tu viennes dans l'académie. C'était juste naturel que tu sois là avec nous, quoi. Tout le monde veut te rencontrer. Ah, c'est cool. Vous êtes mignons. Non, c'est super chouette parce que tu vois, j'ai vraiment laissé de côté l'aspect ésotérique des choses. Enfin, ésotérique, métaphysique. Je préfère utiliser ce mot métaphysique parce que ésotérique, ça me fait un petit peu trop penser au rituel avec des cailloux et des plumes. Mais on va dire l'aspect métaphysique de notre réalité et de ce que nous sommes. Parce que dans mon travail avec la LMTC, mon but c'est quand même à un moment donné d'intéresser sérieusement le monde médical. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui malheureusement fait encore trop l'indistinction entre ce qui est de l'ordre de la matérialité et donc qui est vrai et palpable et mesurable et scientifique, et ce qui est de l'ordre de l'invisible qui est perché, voilà, pour la religion, et qui n'est pas recevable. Et pourtant, moi je suis fondamentalement convaincue que tant que les sciences dures ne s'intéresseront pas à ce qui est de l'ordre de l'invisible, alors je pense d'ailleurs à la médecine, ils resteront bloqués sur pas mal de sujets, parce qu'ils n'arriveront pas à comprendre en fait l'humain, ils n'arriveront pas à nous comprendre. Ce qui m'amène du coup à nos fameux sujets on va développer pour l'atelier là, de la Cosmic Academy. L'idée c'est vraiment d'essayer de faire passer l'idée que notre corps physique, il fait pleinement partie de notre cheminement spirituel. Voilà. Parce que, certes, la médecine, la science dure a évacué l'aspect spirituel de l'existence et l'aspect métaphysique de l'existence, mais à l'inverse, les personnes qui s'intéressent à tout ce qui est spirituel, métaphysique, ont tendance à évacuer en fait ce qui est matériel de l'expérience spirituelle. On a tendance à aller vachement vers des expériences de l'esprit, essayer de développer son intuition, essayer de faire des expériences métaphysiques diverses et variées, tu vois, les annales akashiques, faire des voyages astro, des choses comme ça. Donc vraiment en fait de s'éloigner de la matérialité. Et en fait, du coup, le corps devient quelque chose un peu, tu sais, de vulgaire dont on va se débarrasser à un moment donné, alors que
au contraire, le corps est celui qui a le plus besoin de spiritualité, qui a le plus besoin de métaphysique. Et il fait vraiment pleinement partie de notre chemin spirituel. Et du coup, je vais raconter certaines choses sur, tu vois, le parcours du corps, sur la conscience du corps, parce que notre corps a une conscience. Lui aussi, il est, j'allais utiliser le, j'arrive jamais à utiliser ce mot. J'allais dire, il est mu, il est me, du verbe mouvoir. Du coup, je trouve un autre mot. Un autre verbe. En tout cas, il est mis en mouvement par de l'énergie qui est elle-même immatérielle. Et il a son propre parcours dans l'incarnation. Tu vois, notre corps physique, c'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment magique dans son fonctionnement. C'est fascinant. Il est hyper fascinant à étudier et c'est pas une vulgaire machine. Et ça, c'est vraiment, en fait, les sujets que je vais développer à travers différents exemples et voilà, différentes connaissances, des connaissances que j'ai acquis au fur et à mesure des années. Donc vraiment, l'idée c'est de changer de regard sur notre corps physique et de comprendre en fait qu'il fait pleinement partie de l'expérience spirituelle qu'on est en train de mener, qu'à travers lui en fait on peut s'élever spirituellement, on peut élever notre esprit, on peut comprendre en fait les lois de l'univers, on peut comprendre comment tout ça fonctionne, que toutes les réponses spirituelles qu'on cherche peuvent être trouvées dans la matière. Carrément. Waouh! Ça, c'est un teaching de fou! C'est un peu cette loi hermétique de tout ce qui est en bas est en haut et tout ce qui est en haut est en bas. Et ça me fait résonance avec, je sais pas si tu connais Laurent Hugeli, qui est un chaman et qui a écrit les 8 circuits de conscience. Je pense que tu adorerais ce bouquin. Ça te plairait. Je crois que c'est basé sur les travaux de Timothy Leary, tu vois. Donc et ça parle de prendre soin des 4 circuits du bas qui sont directement connectés aux 4 circuits du haut. Donc t'as le circuit du corps, le circuit des émotions, les circuits sociaux, social, tout ça, et qui sont directement en fait en relation avec chacun de ceux du haut. Alors d'abord, pour se connecter vraiment, on doit prendre soin de ceux du bas, quoi. Et c'est 8 circuits de conscience. Je mettrai. C'est pas simple. C'est pas simple du tout comme bouquin. C'est plein de, mais c'est du toi tout craché. Je pense que c'est quelque chose qui te parlera. mais je vais aller acheter ce bouquin. Et c'est pas simple du tout à intégrer, mais c'est hyper profond. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, très intéressant. Écoute, je me pencherai sur la question. Ça me tente bien. Mais écoute, on te retrouve sur Instagram Aude Ciel et Terre. Oui. Et on retrouve dans la Cosmic Academy, on a trop hâte. Oui, j'ai trop hâte. Ça va être super sympa. Et merci à tous pour votre écoute. Merci Aude pour toutes ces infos fort intéressantes. Et à toi pour ce super moment. Et finalement, encore cette... comme d'habitude, hein, on est encore parti complètement à côté de ce qu'on voulait développer. Mais oui. Et c'était génial. Mais donc on va se retrouver bientôt, j'imagine, pour parler d'intelligence émotionnelle. Hein, oui, le fameux sujet dont on devait parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste, c'était une petite introduction pour vous mettre l'eau à la bouche. Déprime. Et merci encore et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Salut! Salut!